Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais mon bilan du mois de novembre-décembre en termes de lecture. À la base je voulais faire deux vidéos séparées mais je suis à la bourre, on est déjà fin janvier. Et si je veux pas prendre plus de retard, je préfère tout vous mettre en une seule vidéo, d'autant que pour certaines lectures ça va être assez rapide, que j'ai pas forcément de grands souvenirs. Alors quand je vous dis que j'ai pas de grands souvenirs, je fais souvent cette précision, mais je sais que parfois les gens disent « Ah oui mais tu vois, à lire autant, tu te souviens plus des livres ». Alors personnellement, j'en reparlerai, mais je suis team, je fais ce que je veux, déjà, c'est important. Et ensuite surtout, à la limite, si le roman il m'apporte du réconfort, du plaisir, du divertissement sur le moment et que je m'en souviens pas après, je m'en fous. Enfin, tant mieux. C'est-à-dire que, à la limite, je lis pas pour garder plein de souvenirs de tous les romans, en fait. Je lis parce que ça me divertit. Autant que quelqu'un qui va regarder des séries, des films, qui va aller faire du crossfit. Est-ce que ça te divertit, le crossfit? Peut-être pas. Ça fait mal aux fesses, à mon avis, mais ça te divertit pas. Je sais pas pourquoi j'ai les fesses, hein. Ça doit faire mal partout, en fait, le crossfit. Hein. Non, mais je veux dire... Le principal pour moi dans la lecture, c'est de me divertir. Il y a des livres qui du coup me marquent beaucoup plus que d'autres, c'est normal, hein. Donc il y a des livres que je garde en mémoire et qui restent dans mes livres préférés, et puis il y a ceux qui sont juste de passage, qui sont juste lus une fois, qui vont me faire passer un bon moment, et que je relirai pas, ou que je me souviendrai pas, et c'est pas grave en fait, vous voyez, c'est pas grave, c'est bien, il faut savoir se divertir. Si on lit seulement en se disant oh, je vais me souvenir de tout ce que je vais lire, bah déjà bonne chance, parce que même si vous lisiez un roman par an, vous vous souviendrez pas forcément du livre, parce que si vous n'avez pas plus que ça, bah voilà, et puis bah parce que vous allez vite vous prendre la tête, hein, en fait, à fonctionner comme ça, voilà. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a quand même plein de livres dont je me souviens pas franchement grand chose, mais que je me souviens que j'ai aimé, moins aimé, tout ça. Parce que voilà, c'est des lectures du mois de novembre, du mois de décembre, et qu'on est déjà fin janvier, donc ça commence à passer. Voilà. Donc je sais plus combien il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 14. C'est une bonne moyenne. Ça fait une moyenne de 7 romans par mois. Je suis à peu près sur ça en ce moment, hein. C'est-à-dire que vous savez, avant je lisais entre 10 et 12 romans par mois, avant d'accoucher, hein. C'est-à-dire il y a plus d'un an maintenant. Maintenant, je suis revenue à un rythme plus entre, on va dire, entre 5 et 10. Voilà. Plus, ouais, même entre 7 et 10. Donc, je pense pas à revenir à 12 romans par mois, mais c'est pas impossible non plus. Mais je suis contente de pouvoir relire quand même pas mal, parce que c'est justement ce qui me divertit le plus, et puis ce qui me fait le plus de bien. Et en même temps, je sais que, voilà, j'ai fait le deuil de la lectrice que j'étais avant. Peut-être qu'elle reviendra, cette lectrice, avec les années, avec les enfants, enfin pour le moment j'en ai qu'un, mais nous on prévoit d'en avoir au moins 2, mais aussi, bon voilà, avec j'espère moins de rendez-vous médicaux pour Noé, moins de contraintes médicales pour Noé, mais bon je dis ça, mais en même temps voilà, si on en fait un deuxième, il y aura une autre difficulté, c'est d'en occuper 2 au lieu d'un. Mais voilà, bref, j'ai fait un peu le deuil de ça, je lis comme je peux, comme je veux, et c'est le principal. Donc on va commencer ce bilan du mois de novembre-décembre avec 2 romans. Alors je les ai pas en main, parce qu'il y en a beaucoup de ces romans que j'ai laissés à ma maman, parce que c'est une grosse lectrice et que maintenant elle est à la retraite, donc comment vous dire qu'elle lit. Donc je les ai laissés à ma maman, donc là j'ai pas envie de fouiller pour voir s'il m'en reste quelques-uns et tout. Je vous mettrai les images, et je pense que ça fait tout aussi bien le travail. Voilà. Donc je commence avec en fait une duologie que j'ai lue en entier, pas tout à fait les 2 à la suite, mais presque. Je crois qu'il y a eu un roman entre le tome 1 et le tome 2. Il s'agit du Marchand de sable de Alexia Gaïa. C'est de la romance fantastique que vous trouverez chez Hugo Roman, enfin, Hugo New Romance, je crois. On est sur en fait une histoire qui se passe de nos jours. Voilà, de nos jours, c'est une histoire contemporaine, c'est une romance contemporaine, mais en même temps avec la mythologie nordique. Voilà, donc notamment le marchand de sable, mais pas que. Il y a Odin, il y a tous les autres dieux, dont je me rappelle même plus les noms parce que c'est pas du tout la mythologie que je connais le mieux, mais j'étais justement ravie parce que justement
J'ai bien aimé le fait voilà, d'avoir un peu cette mythologie, pas revisitée, mais dans un contexte de romance. La romance est finalement pas super présente, un peu plus dans le tome 2, mais dans le tome 1, on est plus sur la découverte justement un petit peu alors des personnages, mais aussi de la mythologie nordique. Et je trouve quand même que pour le coup, la mythologie est assez présente dans ces romans, donc si vous aimez ça et que vous n'êtes pas allergique à la romance, n'hésitez pas. En termes de scènes de fesses, dans le premier tome, je crois qu'il y en a une, plus sur la fin, il doit y en avoir quelques-unes dans le deuxième tome. C'est un peu explicite mais c'est pas vulgaire, c'est pas non plus ce que vous trouverez le plus, donc clairement si vous cherchez un livre avec plein de scènes de fesses, ben vous lancez pas dans cette saga, mais il y en a quelques-unes, voilà, pour les allergiques à la fesse. Hein. Moi personnellement j'ai passé un super moment avec ces 2 tomes, c'est pas un coup de cœur, mais c'est des romans que je vais garder parce que c'est clairement un peu une lecture doudou, vous voyez, une lecture purement divertissement, voilà. Moi j'aime bien de temps en temps la romance. En plus là, c'est fantastique parce qu'on a la mythologie, donc c'est pile dans ce que j'aime aussi, parce que vous savez que je lis principalement de l'imaginaire. Et en plus une mythologie dont on n'a pas trop l'habitude. Donc j'ai bien aimé. Je verrai ce que fait d'autres Alexia Gaïa. Après voilà, j'ai tendance à pas toujours lire que des... Enfin, je me méfie plus des romances contemporaines. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, je trouve que souvent on est sur des clichés. Et là, bon... Il y en a des clichés, mais moins qu'ailleurs, voilà. Ensuite, je continue avec Thorngrove de Cécile Guyot, que j'ai lu, c'est un service presse, et qui fait partie des 20 sélectionnés du PLIB 2020. Donc, Thorngrove, on est sur une histoire de, comment dire, de possession, de maison hantée, voilà, on est sur une histoire un petit peu effrayante. Il y a eu des petits moments que j'ai trouvé un petit peu, vous voyez, genre, voilà. Mais moi je suis une grosse flippette, hein, donc voilà, il faut voir, vous, si vous n'êtes pas une grosse flippette, ça vous fera sûrement pas peur. C'est du young adulte, c'est aux éditions Lynx, j'ai oublié de le dire, et j'ai quand même passé un super moment. Ouais, j'ai passé un super moment. La fin, elle est quand même pas hyper heureuse, pour être franche. Elle est même pas du tout heureuse. Ce qui change, hein, comparé aux autres young adultes classiques. Il est intéressant ce bouquin, je l'ai bien aimé. Pour autant, il me manque une petite étincelle. Vous voyez, genre, pour vraiment en faire un vrai coup de cœur, il m'a manqué quelque chose. Je sais pas. J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher quand même au personnage principal féminin. Voilà, j'ai eu du mal à m'accrocher à elle, donc je pense que c'est ça qui m'a manqué, de réellement m'accrocher au personnage. Et je pense que si ça avait été le cas, j'aurais pu avoir un coup de cœur potentiellement, parce que l'histoire est très sympathique. Ensuite, j'ai lu Loin de lui, le soleil de Vincent Tassi. Alors il faut savoir que c'est un livre qui se passe dans le même univers que Apostasie, mais qui se passe avant Apostasie. Voilà. Personnellement, je n'ai pas lu Apostasie et je pense le lire du coup. Donc ça peut vous donner une idée de est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu Apostasie? Oui, on peut le lire. On peut le lire en n'ayant pas lu Apostasie. Je pense qu'il manque quelques petits éléments de compréhension. On sent qu'on nous parle de choses qu'on pourrait déjà connaître et qui feraient lien. Mais pour autant, sincèrement, voilà, il y a une bonne compréhension du bouquin sans avoir lu Apostasie, il n'y a pas de souci. C'est typiquement le style de Vincent Tassi, donc c'est gothique, c'est comment dire, mélancolique, c'est particulier. Si vous avez déjà lu Vincent Tassi, notamment avec donc le roman qui était finaliste au PLIB 2019, c'est-à-dire Comment le dire à la nuit, voilà, vous voyez à peu près le style. C'est particulier mais j'ai beaucoup aimé, ça m'a complètement touchée, ça m'a complètement embarquée, et voilà, c'est pour ça que je vous dis que je lirai Apostasie et vraiment Loin de lui le soleil, donc ne fait pas partie des 20 sélectionnés, mais pour autant c'est vraiment une lecture à faire et il était trop bien, voilà, il était trop bien.
J'ai adoré, vraiment, je me suis tellement accrochée. C'est une sorte de romance. Mais oui, c'est une romance, mais de personnages qui je sais pas comment vous dire, c'est pas une romance, c'est impossible à expliquer. C'est impossible à expliquer tellement c'est particulier et c'est pas une romance, c'est une histoire d'amour plutôt. C'est une histoire d'amour, mais dans un contexte tellement ouf, tellement barré, je trouve, d'une certaine manière, tellement... ouais, c'est particulier. J'ai pas d'autres termes, je sais pas, j'ai pas assez de vocabulaire là. Vous voyez, je manque de vocabulaire, il faut que je continue à lire pour en avoir plus. Mais moi, je suis pas habituée de ce style-là, gothique, mélancolique, avec une écriture quand même recherchée. Mais là, j'ai complètement accroché et je pense même que j'ai préféré Loin de lui le soleil à Comment le dire à la nuit, que j'avais déjà adoré. Voilà. Donc, voilà, ça vous donne le ton. Hein. Ensuite, j'ai lu Water Witch de Alex Bell qui m'avait été gentiment offerte par mes copines, mes copines qui se reconnaîtront parce que elles me l'ont pris aux Imaginales parce que, enfin 2019 parce que j'avais pas pu venir hein, avec tout ce qui s'était passé pour Noé et elles me l'avaient fait faire dédicacer et j'ai été ravie, je l'ai lu pour Halloween, je l'ai trouvé quand même bien effrayant, hein. Alors moi ce genre de bouquin, j'évite de le lire en pleine nuit, voilà, parce que du coup après je psychote au moindre bruit. En journée ça allait, très bien, mais en nuit, il y a eu des moments où j'ai un peu serré les fesses, vous voyez, et je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé franchement quand même assez effrayant, je me suis bien accrochée au personnage, j'ai aimé, voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Si vous voulez un livre un peu horrifique, young adulte, allez-y. Franchement, Water Witch, vous avez Soundgroove et Water Witch pour des livres young adulte horrifiques qui sont pas non plus, comment dire, flippants. C'est pas du livre horrifique, comment dire, comme vous pourriez le trouver dans le format adulte, mais quand même, ça fait un petit peu claquer des fesses. Vous voyez, un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le Bal des Folles de Victoria Mass, le seul roman, non j'en ai lu 2 de la rentrée littéraire, dont un qui était pas du tout fait pour moi. Est-ce que j'en parle après? Là je me suis même pas notée, j'avais dû le lire avant, mais pas d'importance. Le Bal des Folles, je l'ai lu parce que Manon de Vibration Littéraire avait adoré que ça se déroule dans un contexte, dans un contexte qui moi me plaît beaucoup, m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que ça parle de problématiques psychiatriques. En plus là on est sur un asile, oui on peut dire, enfin un hôpital psychiatrique, mais bon à l'époque c'était plus considéré, enfin c'était appelé des asiles. Bonjour Zazil. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Voilà. Donc on appelait ça des asiles. Et là en fait c'est, comment dire, c'est un asile où toutes les femmes ne sont pas folles, entre guillemets. Parce que j'aime pas le terme de folie, mais bon bref. Où c'était même parfois les femmes qui faisaient honte aux hommes, c'est-à-dire des prostituées, ou des femmes de petite vertu, ou les femmes un peu spéciales, enfin voilà. Dans Le Bal des Folles, c'est difficile de savoir si... en fait on a l'impression que c'est un livre fantastique, parce qu'il y a une notion de fantôme, mais comme on est dans un contexte de problématiques psychiatriques et notamment notre héroïne principale est internée dans cet asile parce que elle dit avoir vu son grand-père, voilà, lui parler, grand-père qui est mort depuis quelques années. C'est difficile de savoir est-ce que réellement c'est du fantastique ou est-ce que c'est une pathologie en fait, que c'est une psychose par exemple. Peut-être qu'il y a une réponse à cette question. Moi j'aime bien me dire que c'est en fonction de ce qu'on a envie de croire. On peut l'aborder tout à fait en version fantastique, ça n'empêche pas d'avoir d'avoir des messages importants dans ce roman, ou on peut l'aborder en format vraiment clinique, psychiatrique, et on aura de toute façon les mêmes messages. Voilà. L'un ou l'autre, ça ne vous changera pas grand chose à votre lecture.
Forcément, on parle des femmes, on parle du patriarcat. Et oui, surtout que ça se passe au 19e siècle ou au début du 20e. J'ai un doute, je ne sais plus. Et on parle d'un grand psychiatre, on parle des techniques de psychiatrie. Alors, c'est pas non plus impossible pour ceux qui n'y connaissent rien du tout. C'est pas plus que ça explicité, pour être franche. C'est assez facile à lire. Hein. Je sais que ça peut faire peur l'étiquette rentrée littéraire, mais pour le coup, c'est très facile à lire, très sincèrement. Donc moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je suis ravie de cette lecture, donc je vous le conseille si ces thématiques autour de la femme et de la psychiatrie vous intéressent. Ensuite, j'ai lu Sauveur et Fils, le tome 5 de Mario de Muraille. Alors je vais pas vous en parler parce que c'est un tome 5, donc ça paraît... Enfin voilà, je peux pas en parler de toute manière. Mais c'est une saga que j'adore. Mario de Muraille, elle continue même adulte à me porter dans ses histoires. Elle aborde plein de thématiques, parce que l'avantage c'est que comme elle a un personnage principal qui est psychologue pour enfants, enfin pas que, si, elle est psychologue, mais là, bon du coup on est surtout sur... non, il est psychologue tout court, pas juste psychologue, mais pas juste psychologue pour enfants, mais on est beaucoup avec les thérapies autour des enfants, donc ça permet d'aborder plein de sujets. En tout cas, je trouve que c'est important que ces sujets soient abordés en littérature jeunesse. J'ai pas l'impression qu'ils soient mal abordés, mais vu que je ne suis pas forcément, pas le public visé, mais en tout cas, comment dire, par exemple, elle parle de transidentité. Clairement, je ne suis pas transgenre, donc c'est difficile pour moi aussi de me rendre compte réellement si c'est bien abordé ou pas. J'ai l'impression que c'est pas trop mal abordé, mais je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, je trouve quand même que c'est important d'aborder justement toutes ces thématiques dans des romans pour enfants. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu dans le cadre du PLIB, pour choisir mes 20 sélectionnés, j'avais lu Hayden Jones, le tome 1 de Catherine Loiseau. Je crois pas qu'il était dans les 20. Il était dans les présélectionnés, mais il n'était pas dans les 20. Bah non, il n'est pas dans les 20. Non, il n'est pas dans les 20. On est sur une histoire dans un Londres, victorien. C'est à Londres ou pas? Ah, je sais plus. En tout cas, on est sur un contexte victorien avec le petit peuple. Les elfes, les fées, tout ça. Enfin, les lutins, etc., etc. Et j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, c'était une lecture très sympa, très cool, je pense que je lirai la suite. Pour autant, j'ai pas forcément voté pour lui pour les 20 sélectionnés parce que il n'y avait pas ce petit truc en plus qui me, qui me titillait pour le mettre dans les 20, mais pour autant je vous le conseille si vraiment vous aimez la littérature jeunesse avec ce côté victorien et en même temps mélangé avec le petit peuple, n'hésitez pas parce que c'est très très sympa à lire. Et il y a même un dragon, mais chut. Toujours pour le PLIB, j'ai lu Yénès de Jean Vigne, qui est une sorte de thriller plutôt adulte. Hein. Il n'est pas franchement young adulte, hein, parce que c'est quand même un petit peu dégueulasse à des moments. J'ai bien aimé, j'ai franchement passé une super lecture. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ça parle... c'est de la SF, c'est de la science-fiction, c'est thriller science-fiction. Et je ne saurais pas comment vous expliciter. On débute avec une jeune fille qui disparaît et qu'on retrouve, mais là on va dire un pouvoir particulier. Et il y a beaucoup de morts hein, quand même dans ce bouquin. Je tiens à dire, Jean, tu te l'es joué à la George R.R. Martin. Tout le monde crève. Non mais c'était très intéressant. J'ai bien aimé quand même le tournant que ça a pris, notamment sur la fin, auquel je pensais pas forcément. Et ouais, je trouve qu'il y a un beau potentiel dans ce bouquin qui est un one shot pour le coup. Et ouais, je sais que j'avais voté pour lui pour les 20 sélectionnés, il en fait pas partie, mais je vous le conseille quand même si vous pouvez vous le procurer ou le lire. Personnellement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a toujours dans le cadre du PLIB, mais celui-ci fait partie des 20 sélectionnés, Le phare au corbeau de Rosen Iliano, que j'ai lu en lecture commune il y a quelques temps avec d'autres jurés. Qui a été pour moi quand même une déception pour être franche. J'ai trouvé ça très gentil. Alors vous voyez, moi qui ai lu Water Witch, Thorngrove qui est du young adult horrifique, je m'attendais à ce que le phare au corbeau, vu qu'on est sur une histoire, on suit deux, comment dire, ah comment on appelle ça,
Deux personnes qui font des... Sors de ce corps, Satanas. L'exorciste, voilà. Qui font des exorcismes notamment. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu horrifique. Alors je dis pas forcément un truc qui fait claquer des fesses, mais vous voyez, quand même un petit truc horrifique. Et au final, bah... je suis pas franchement accrochée au personnage, j'ai pas franchement... Enfin, il y a eu des moments où j'ai pas du tout compris. Ils sont là, ils essayent d'exorciser un lieu qui est hanté. Ben en fait, ils y arrivent pas, donc ils rentrent chez eux. Ils nous parlent de leur chaudière. On en a rien à carrer de la chaudière, en fait, vous voyez. Mais non, non, ils nous parlent de la chaudière. Puis finalement, ils y retournent. Et puis... Enfin, vraiment, et je sais que dans la lecture commune, on a été nombreux à se dire, mais... Voilà, c'est mou du genou, quoi, vous voyez, c'était quand même assez mou du genou. Alors, c'est un premier tome, il y aura une suite, je sais pas du tout si je lirai la suite, je verrai quand elle sortira. J'ai eu cette sensation de livre ultra, comment dire, pour mettre, pas l'eau à la bouche, mais vous voyez, introductif, voilà. Ultra introductif, mais vraiment, vraiment juste pour te mettre en place le duo et ce qu'ils font. Mais c'est pas... Voilà, pour moi c'est une déception. Alors c'est pas horrible à lire, c'est pas nul, mais pour moi c'est très mou du genou pour un truc qui est censé quand même être quand même un mini... Enfin, moi je pensais que ça allait être effrayant, on parle d'exorcisme quand même, de fantômes. Bah non, voilà. Et pour une fin que j'ai trouvée, je sais pas, un peu bâclée, pour être franche. Mais bon. On verra pour la suite si je suis motivée ou pas à lire le tome 2, histoire de redonner une chance quand même, parce que je trouve intéressant justement ces notions fantastiques autour des fantômes, des exorcistes, etc., etc. Mais bon, on verra. Ensuite, j'ai lu Le Passage du Diable de Anne Fine, je ne sais pas, qui est un roman jeunesse, une sorte de thriller fantastique. Je sais pas si on peut dire thriller, un drame fantastique. En tout cas, c'était super sympa. Je crois que j'ai lu aussi autour d'Halloween. Enfin, je vous dis Halloween, mais Halloween c'est le 31 octobre. Mais vous voyez, voilà, début novembre. Et j'ai passé un super moment. Il y a toujours cette petite tension, justement. Vous voyez, qui manquait clairement dans le Phare au Corbeau, quoi. Là, il y a toujours cette petite tension où vous n'avez pas peur, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, genre, c'est tendu, c'est tendu. Et j'ai adoré ça. Voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé très bien fait. Et je le conseille pour des enfants ou des adolescents qui aiment un petit peu se faire peur, vous voyez. Ensuite, j'ai lu Le Monstre Hôtel, le tome 1 de Karina Rosenfeld, qui est aussi une lecture du Plib, qui lui est, je ne sais plus, est-ce qu'il est dans les 20 sélectionnés? Je sais plus. En tout cas, il était dans les présélectionnés, c'est ultra jeunesse, c'est mignon, c'est des monstres gentils, ça passe bien. Est-ce que je lirai la suite? On verra, j'en sais rien. C'est pas non plus été un coup de cœur monstrueux pour le coup, mais c'était mignon. Voilà, ça se lit vite. Ensuite, j'ai lu American Royals de Katharine McGee aux éditions Lumen. Je n'ai pas dit forcément à chaque fois les éditions, mais là j'y pense. Qui pour moi était une énorme déception. Je l'ai fini en diagonale plus. En fait, le truc, c'est qu'on m'a vendu quelque chose dans le résumé que finalement n'a pas beaucoup d'intérêt dans le bouquin. C'est-à-dire qu'on me dit, on est sur une sorte d'Uchronie, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où George Washington, il a décidé qu'il ne serait pas président, mais qu'il serait roi. Enfin, il a décidé. On le sacre roi au lieu d'être président. Et en fait, tout se base là-dessus en mode, qu'est-ce qui se serait passé si en fait finalement c'était pas un président et que c'était une famille royale et qu'il y avait toujours cette famille royale de nos jours. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu, vous voyez, d'un peu plus explicite en fait sur, je sais pas comment dire, sur le côté un peu uchronique quoi. Et en fait, c'est juste mis en place pour, j'ai l'impression de réaliser le fantasme de l'autrice de mettre une famille royale aux États-Unis. Voilà, genre, j'ai tellement envie de faire un livre sur une famille royale aux États-Unis. Allez, on va dire que George Washington, il a été roi au lieu d'être président. Basta. Voilà. Rien de plus. Donc déjà ça m'a déçue et vu que je mettais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ça, et quand je me suis rendu compte que j'aurais rien, bah du coup voilà. Ça a été compliqué, surtout que
En fait, on est sur des histoires d'adolescents, des histoires d'amour d'adolescents, de complots adolescents, de tu vas être reine, ma fille, il faut que tu portes tout le poids sur tes épaules. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je sais pas si c'est moi qui suis pas adepte de ces lectures-là, peut-être que j'adhère pas du tout au style. Si vous aimez justement tout ce qui est histoire de complots, de complots royaux, enfin, voilà, de politique, entre guillemets, hein, c'est du young adulte, et d'histoires d'amour adolescente, notamment du fait que oh non, on ne peut pas se marier avec telle personne parce que c'est un roturier, vous voyez. Bah allez-y, ça vous plaira. Notamment, enfin j'exagère comme ça, mais parce que moi je l'ai ressenti comme ça, mais je l'ai lu en lecture commune avec Anaïs, donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, qui elle a énormément, enfin a vraiment bien aimé, donc je pense qu'elle lira la suite. Mais comme elle a dit, c'est typiquement le genre de choses qu'elle aime, voilà, elle aime justement ces histoires de enfin de ces histoires royales en fait. Là où moi je suis peut-être pas du tout le public en fait, tout simplement. Donc j'ai pas aimé, mais ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste que je suis peut-être vraiment pas du tout le public pour ce bouquin, et surtout que c'est pas du tout gentil de mettre en avant le fait que c'est une uchronie, parce qu'en fait moi j'attendais quelque chose de cette uchronie, mais non. Ceci est un bout de vidéo qui va être accroché. Alors j'ai pas du tout la même tête, pas du tout les mêmes fringues, c'est sûrement pas agencé pareil derrière, mais c'est pas grave. Je m'étais fait couper la chic l'autre fois quand j'ai fait ma vidéo bilan de novembre-décembre, et j'ai pas pu vous parler du dernier roman de la liste, hein, qui était Vox de Christina Dalché, donc du coup je le fais maintenant, je rajouterai ce bout de vidéo à l'autre vidéo, c'est pas grave. Donc je voulais vous parler de Vox, qui en plus a été une superbe lecture pour moi, que j'ai adoré, vraiment. C'est un roman en fait qui se passe dans le futur, mais qui n'est pas franchement un futur très lointain, je dirais même qui est plutôt un futur proche, et qui fait se poser beaucoup de questions sur ce qui pourrait nous arriver. En gros, ça se passe aux États-Unis, et est arrivé au pouvoir un président très radical, voilà, hein, très religieux, et en fait qui va asservir... Qu'est-ce qui est tombé? Ok. Et qui va en fait asservir les femmes. Alors quand je dis asservir, c'est que si vous voulez, au début, quand il arrive au pouvoir, bon ça pue des fesses, mais très rapidement en fait vont être mis en place un bracelet qui a un compte-mots en fait, et qui font qu'elles n'ont droit qu'à un nombre de mots limité dans la journée. Voilà. Et si elles dépassent ce nombre de mots, elles se prennent des coups de jus. Voilà, voilà. Au point que si elles dépassent vraiment beaucoup le nombre de mots autorisés, ça peut cramer leurs bras, voire les buter. Hein, voilà. Donc on est quand même sur un niveau de misogynie ultime, hein, voilà. Donc en gros voilà, les femmes doivent rester à leur place, elles n'ont pas à parler plus que, je sais plus, je crois que c'est une centaine de mots par jour, et voilà, et elles font la popote, elles s'occupent des enfants, elles ne parlent pas trop, c'est parfait, c'est nickel les gars. Donc on est sur cette base là, en très peu de temps, ça fait 1 an que c'est mis en place. On suit une femme qui auparavant était une éminente scientifique, qui travaillait sur, qui est neurologue, en tout cas voilà, qui travaille sur le cerveau, et bah, qui s'est retrouvée avec ce compteur de mots, et à devoir rester chez elle, puisque bien évidemment les femmes n'ont plus le droit de travailler. Hein. Et elle se pose, elle se dit, enfin voilà, elle est dans un état où elle se dit mais comment faire, en fait c'est même pas tant comment faire, elle cherche pas de moyens de se rebeller, parce qu'en fait elle est complètement blasée, elle est complètement déprimée de cette situation, et surtout par rapport à sa fille qui est petite, hein, qui a 4-5 ans je crois, qui a elle aussi un compteur de mots, et elle se rend bien compte que du coup sa fille a très peu de vocabulaire, que bah, du coup elle est complètement conditionnée à ne pas parler, à s'écraser, à, voilà, à faire des choses de femme, hein, la couture, tout ça. Alors attention, c'est très bien la couture, hein, mais quand on vous l'impose pas, forcément. Et elle est finalement elle est assez déprimée de cette situation.
Et en fait, le frère du président va avoir un grave accident de ski qui va faire qu'il a, comment dire, qu'il a un trouble neurologique, je sais plus comment vous dire, enfin voilà, quelque chose qui fait qu'il n'arrive, enfin quand il parle, c'est pas les bons mots, c'est pas de l'aphasie, je crois que c'est l'aphasie, bref c'est une sorte d'aphasie ou un truc comme ça, et elle est spécialiste de ça. Et en fait personne n'arrive à guérir le gars, et ils vont exceptionnellement demander à cette femme de revenir reprendre ses recherches autour de l'aphasie d'une zone particulière du cerveau pour pouvoir guérir le frère du président. Sauf qu'il y a bien plus derrière, elle va s'en rendre compte au fur et à mesure. Il y a quand même un petit peu une histoire d'amour parce qu'en fait, ça fait un moment qu'elle est plus réellement amoureuse de son mari, même si elle est très attachée à lui, et que son amant va reprendre, était un collègue et dans son équipe. Mais la romance, elle est quand même présente, enfin, c'est pas une romance ce bouquin, c'est un roman contemporain, pas uchronique, futuriste un petit peu, mais futuriste, vous voyez, ça pourrait arriver dans 5 ans quoi, en gros, voilà. Il n'y a pas comment dire, de voiture qui vole, voilà, c'est vraiment un futur extrêmement proche. Et finalement, ça parle bien évidemment de la condition de la femme, du rôle de la femme, de toutes ces femmes qui ne disent rien parce que elles se disent bah oui, oh, être féministe, non, il n'y a pas besoin, alors que réellement, on n'est jamais à l'abri que ce genre de choses arrivent, même dans un pays très civilisé. Et voilà, ça aborde tout ça, c'est très prenant, c'est très intéressant. Moi j'ai complètement accroché au personnage féminin qui, on va pas vous faire croire du début que c'est une badass qui veut se rebeller, elle est même pas du tout comme ça, elle le dit, hein. Quand elle était étudiante elle avait sa meilleure amie qui était une grande féministe, qui allait faire comment dire, qui allait défiler dans la rue, etc. Et elle est en mode oh, moi je fais mon petit truc, moi j'ai mon amoureux, gna gna gna. Et en fait elle se rend compte que si toutes les femmes ne s'étaient pas laissées faire du début, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là, enfin voilà. C'est super intéressant et surtout on monte de plus en plus en degrés d'horreur entre guillemets qui peuvent être envisagés sur les femmes dans ce roman. Je parle des femmes, mais c'est aussi raciste et homophobe, hein, c'est-à-dire que vu que c'est un intégriste religieux, il n'y a pas que les femmes, hein, forcément, mais c'est plus ce côté féministe qui est mis en avant. Et voilà, et qu'en gros, voilà, les homosexuels doivent se marier avec quelqu'un du sexe opposé, hein, et doivent prouver qu'ils ne sont plus homosexuels, donc faire des bébés, hein, bienvenue dans notre monde. Enfin, pas dans notre monde, mais dans ce monde-là. Et puis au niveau des personnes racisées, on nous fait comprendre que pour le moment, il n'y a pas encore eu grand-chose de mise en place, mais que ça leur prend au nez, quoi, hein, en gros. En tout cas, c'est super bien, je vous le conseille 1000 fois, il se lit extrêmement vite, c'est prenant, c'est... voilà. J'ai adoré personnellement. Le petit côté un petit peu romance, c'est pas une romance, c'est pas le bon terme, mais bon, le petit côté un petit peu, voilà, un peu romance, c'est ce qui va peut-être un petit peu alléger la thématique pour pas que ce soit trop dur, mais c'est prenant et on se dit sincèrement qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses-là. Bref, je voulais forcément vous en parler puisque je l'ai adoré. Quoi qu'il en soit, voilà, ça finit ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.